Mesdames et messieurs, bienvenue à tous sur cette émission Perfect Sport de ce week-end tout à fait spécial. Vous le savez bien, en République démocratique du Congo, le championnat de football a pris fin depuis le 27 juin dernier. C'est donc le football club Les Aigles du Congo qui a été sacré champion de la Ligue 1, Illico Cash Ligue 1, le championnat de la LDC, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et dans d'autres ligues, les championnats, notamment la Ligue 2, a été arrêté. On attend les barrages pour les montées et descentes des équipes. Mais entre-temps, au niveau de la Coupe du Congo, ça se poursuit. On est au-delà du 30 juin. On attend l'étape de demi-finale. Pendant ce temps, il y a encore d'autres matchs de quart de finale qui doivent se jouer le lundi, notamment l'Étoile Kivu qui doit rencontrer l'AS Simba de Kolwezi. Allez, l'organisation du football en République démocratique du Congo, surtout pour l'édition 2024-2025, toutes les difficultés qu'on a connues, les voyages des équipes, l'équipe nationale, Senior A, le par prime ou encore d'autres sélections, eh bien, nous voulons en parler dans cette émission à bâton rompu en tout cas, avec un invité de marque. Vous l'avez demandé, eh bien, il s'agit bien sûr de l'ancien président de la FECOFA, M. Constant Omari Selemani. C'est donc notre invité à qui nous disons bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci de nous accueillir chez vous pour cet entretien exclusif et très heureux d'être en face de vous. Ça a toujours été un honneur. Alors, Monsieur le Président, d'entrée des jeux, puisque c'est une première pour Perfect Télévision, vous êtes parti de la FECOFA depuis juin 2021. Mon jour d'aujourd'hui, si vous est demandé, par exemple, de faire un petit bilan de ce que vous avez fait pour le football congolais, je sais que ça va être peut-être long, mais de manière brève, qu'est-ce qu'on peut retenir? Écoutez, d'abord, je vous remercie d'être passé me voir. Des bilans, je crois que j'en ai fait suffisamment. J'en ai fait suffisamment à travers beaucoup d'émissions. Parce que il faut retenir une chose, c'est que la gestion du football, c'est d'abord les résultats sur le terrain et ensuite le championnat. N'est-ce pas? Et je pense qu'à mon départ, j'avais les 5 championnats qui étaient parmi les top 5, donc les 5 meilleurs championnats d'Afrique, qui justifient la présence quasi permanente à l'époque de nos clubs en phase de quart de finale, d'autres en demi-finale, même en finale. Ça, c'est la résultante de tous les efforts que nous avons fournis. Nous avons fourni un effort pour installer nos ligues provinciales à travers les sièges, parce que jusqu'alors, on avait une difficulté de gérer le football, tout simplement parce que les ligues squattaient dans parfois des maisons qui appartenaient à l'État, et parfois là, elles étaient incapables de payer les loyers, ainsi de suite. Je crois qu'on a fait quelque chose. Deuxièmement, en troisième lieu, je pense que nous avons mis sur pied une organisation, cette fédération. À titre exemplatif, je ne pense pas, si vous avez souvenance, qu'il y ait eu des assemblées générales qui tiennent plus de 4 ou 5 heures, c'était impossible. On avait mis une telle organisation en place, telle que dans les 2 heures qui suivaient, on tenait nos assemblées générales et tout se passait très bien. Nos championnats se jouaient, on a eu à signer quelques contrats par-ci et là, n'est-ce pas, qui nous ont permis de travailler. Et souvenez-vous, à l'époque de Vodacom, Vodacom et consorts, nous avons eu Orange, c'était avec l'équipe nationale. Nous avons formé plus de 5000 entraîneurs. Tous ceux qui font la pluie et le beau temps aujourd'hui sont nos produits. Nous avons placé plus de 5 personnes dans les différentes commissions à travers la Confédération africaine de football. Nous avons donné une valeur ajoutée à la fédération. Il me semble que jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, ça se constate, si et là quand je passe, où les gens croient que je suis encore président de la fédération. Ça signifie que nous avions donné une certaine notoriété
et une respectabilité à cette fédération. Nous avons démarré le projet de construction du centre technique. Nous avions à l'époque obtenu plus de 300 hectares pour la construction du grand stade. Et c'était un vaste projet qui devait s'étendre jusqu'au niveau du fleuve. Mais malheureusement, quand je partais de la FECOFA, j'avais laissé 214 hectares. Mais mon dernier passage de ce côté-là, ces derniers temps, j'ai vu que la FECOFA n'avait plus qu'une portion congrue. Donc nous avons formé des arbitres. Aujourd'hui, quand je vois Ndala en train d'arbitrer ou être retenu, même pour une Coupe du Monde de club, je pense que c'est la fierté. C'est la fierté de la formation que nous leur avons donnée. Et donc tout cela entre dans le cadre. Okay? Et le siège est là aujourd'hui. Bon, tout le monde en parle, mais c'était quand même un travail. Nous avons commencé avec le fait président Kourara. À son décès, j'ai continué ce que nous avons démarré pour doter cette fédération d'un siège plus ou moins acceptable dans les bonnes conditions. Et bref, sur le plan des équipes nationales, je pense que si vous avez souvenance, c'est avec nous que nous avions placé haut d'abord la prime des matchs des joueurs. À l'époque, nos joueurs ne touchaient pas plus de 1 000 $ après le match. C'est avec nous que nous avions discuté d'ailleurs avec l'ancien chef de l'État pour nous mettre d'accord sur le principe de payer au minimum 5 000 $ par match, indépendamment de victoire ou de défaite. Nous avons pris la décision de ne loger l'équipe nationale que dans des hôtels 5 étoiles. Et nous avons pris la décision aussi de faire voyager nos joueurs et surtout ceux qui venaient de l'extérieur, tous en business class. Donc on avait déjà créé un confort, on a engagé des grands entraîneurs qui ont eu à fournir des travaux, tout ça là. Et l'émanation du CHAN de notre championnat, du niveau de notre championnat, c'est bien sûr, on a été 2 fois sacré au niveau du CHAN. Ça, c'est l'émanation directe du championnat national. Donc, je crois, je ne sais pas si c'est 8 ou 9 éditions aujourd'hui, nous en avons remporté 2. Nous avons été en 2015 en demi-finale de la CAN en Guinée équatoriale. Et nous avons frôlé la qualification de la Coupe du Monde, souvenez-vous, avec la Tunisie qui est venue pratiquement nous imposer un nul ici, alors que nous étions à 15 minutes de leur égalisation, nous étions déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. Bref, je pense que nous avons réalisé beaucoup de choses. Nous avons, en définitive, la voix du Congo pesée, la voix de la FECOFA pesée, à tous les niveaux, au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF. Nous avions une voix prépondérante. Donc, nous avions donné une notoriété à cette fédération. Et bien sûr, dans les relations avec les institutions gouvernementales, je pense que personne ne peut nous dénier le fait que nous avons obtenu une respectabilité au niveau des institutions de ce pays. On nous respectait. Et je n'ai pas souvenance qu'on nous retire le pouvoir tel que je l'ai constaté. Voilà. D'une manière ramassée. Hein, voilà. Un bilan costaud, Monsieur le Président. Alors, si vous êtes demandé maintenant de parler de ce que vous pensez ne pas avoir fait durant tous ces temps à la tête de la FECOFA, est-ce que vous vous souvenez quand même que ça, on devrait arriver à ça, telle mission, on est allé à mi-chemin, mais on devait vraiment aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous allez dire? J'avais un vaste projet sur le centre technique. C'est un projet qui était calqué sur le projet du centre Mohamed V à Mohamed VI au Maroc. Et donc, j'ai travaillé d'ailleurs avec la Fédération royale marocaine de football et avec aussi la direction des infrastructures du ministère des Sports du Maroc, parce que ce sont eux, c'est elle qui avait construit
le centre Mohamed V à Rabat. Donc, par mes amitiés avec le président de la fédération, Fouzi, qui est aujourd'hui premier vice-président de la CAF, il m'avait introduit auprès du ministère des Sports, spécialement auprès de la direction des infrastructures, et nous étions sur le point de signer des accords pour qu'ils puissent effectivement répliquer le modèle centre ici chez nous. Donc ça, c'était un très très grand regret que j'ai eu. Deuxièmement, le regret que j'ai jusqu'à aujourd'hui, quand vous passez sur le boulevard du 30 juin, derrière la fédération, sur le boulevard, il y a 2 immeubles en construction, n'est-ce pas? Il y a un immeuble, le deuxième, si vous partez de là vers ici, nous étions sur le point d'acquérir cette parcelle. On avait tout fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché alors? Ben écoutez, c'est M. Véron Mossengou qui avait refusé alors qu'il était des infrastructures, des associations nationales à la FIFA. L'actuel secrétaire général de la CAF. L'actuel, celui qui était là, tous les dossiers étaient envoyés. La parcelle avait été étendue jusque là-bas. C'est le projet. Quand je vois cet immeuble-là, c'est l'immeuble qui devait, en principe, nous avons un projet de construire un immeuble pareil. Et ça, c'est un regret. C'est ça, j'ai du mal à avaler ce cas-là, parce que nous étions bien partis. Nous avons tout finalisé, toutes les négociations. Malheureusement, c'est par après qu'on comprendra, parce qu'ils avaient des intentions cachées, qui étaient de ne pas m'autoriser à engranger des résultats à la tête de la fédération, pour justifier le coup qu'il devait faire par après. Donc bref, ça ce sont les regrets. Troisième regret, c'est que ce n'est pas un regret, c'est un constat. Lequel? Les gens disent que voilà, je n'ai pas préparé ma relève. Je rigole chaque fois quand les gens viennent me dire cela. Je leur réponds en disant que moi, j'ai lancé plusieurs jeunes en formation. Mais les gens ne savaient pas quels étaient mes objectifs en les lançant en formation. Quand tu es en train de préparer des gens dans ce pays, tu ne peux pas parler à haute voix. Parce que aussitôt que tu parles, aussitôt qu'on les tue. On les tue tous. Et donc, j'avais un plan bien déterminé. Mais malheureusement, les circonstances ont fait que je ne puisse pas aller au bout de ma planification. C'est un regret aujourd'hui. Et voilà. Et juste après vous, Monsieur le Président, il y a eu un comité intérimaire qu'on a pensé, en tout cas, continuer le travail que vous avez commencé. Malheureusement, en tout cas, ça c'est mon constat, ça n'a pas été le cas, parce que jusqu'à telle époque, la FIFA nous a envoyé le comité de normalisation. Je voulais citer le comité de Chimanga. Et même le comité de normalisation lui-même, sur les 6 mois où il fallait organiser les élections, aujourd'hui nous sommes à 3 ans, pas d'élection. N'est-ce pas là aussi le problème de ce football congolais, où il y a des dirigeants qui veulent s'éterniser, même quand voilà, on a des difficultés pour avancer? Quand je suis parti, conformément au statut de la FECOFA, l'intérim devait être assumé par le premier vice-président. C'est-à-dire le premier vice-président, le vice-président séant, c'est le premier vice-président. Et tous les amis sont restés là-bas. Ils ont commencé à gérer, un temps soit peu, mais il n'y avait pas une crise. Après ma démission, il n'y avait pas une crise. Parce que le colon ne vient que quand il y a voilà, crise. Il n'y avait pas une crise au sein de la FECOFA qui justifiait de l'ingouvernabilité de cette fédération. Pas de crise interne, c'est-à-dire au sein du comité exécutif. Pas de crise opposant le comité exécutif à l'Assemblée générale. Donc, il n'y avait pas lieu, il n'y avait pas des raisons plausibles pour qu'il y ait une normalisation. Et c'est là où on découvre l'intention réelle de tous ces messieurs-là qui géraient la CAF et la FIFA. Parce que rien ne pouvait, j'ai toujours dit, jusqu'aujourd'hui, je continuerai à l'éclamer. Il n'y avait pas de raisons qui justifiaient une normalisation. Donc, c'était une stratégie, de fait, pour récupérer le contrôle de la fédération. En faisant partir au Mali. Ils ont invité des gens au Caire. Par mégarde, ils ont refait signer un document qui autorisait que la FIFA et la CAF viennent à la fédération. Et par cela, ils ont réussi à parfaire leur coup pour récupérer la fédération.
Donc, installer la fameuse normalisation. Voilà. Alors cette normalisation qui patauge, on va le dire comme ça, parce que finalement on s'est rendu compte que c'est un comité qui est venu diriger des compétitions, organiser les sorties de l'équipe nationale et l'objectif pour lequel elle était venue pour arranger les statuts, règlements de la Fédé et puis organiser les élections, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous avons un nouveau comité. Président, vous êtes informé. L'actualité, c'est justement d'ailleurs celui-là. Quelle a été votre réaction d'abord en tant que... répondre à cette question. Vous avez dit que la normalisation a échoué, c'est-à-dire ceux qui étaient là, désignés pour conduire, entre guillemets, les réformes qu'on a imposées à la fédération, ont échoué. Bon. Il faut d'abord répondre à ça, pour apprécier la décision de requalification, de désignation d'autres membres pour parfaire la normalisation. Quand on met en place une structure avec des objectifs cachés, avec des fixations sur des personnes, on oublie facilement l'objectif pour lequel on a été mis en place et on se disperse dans autre chose. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, quand on met en place une telle organisation, il faut veiller à ce que l'objectif qui était visé soit le seul et seulement seul à être atteint. Quand on met ce genre de dispositions en place et que les composantes, certains parmi cette organisation, commençaient à estimer se doter des ambitions, que le miel était tellement succulent qu'il fallait continuer à s'en abreuver, ça signifie quoi? D'une manière résumée, on se perd des objectifs initialement fixés, assignés. Quelles sont les tâches? C'était revoir les textes, organiser des élections. Voilà. Je pense que déjà, à mon départ, on a commencé déjà la révision des textes. On avait déjà reçu une première mission pour la révision des textes. Est arrivée la deuxième mission. Je crois qu'au bout d'une année et demie, cette tâche était complètement accomplie. Mais comme les objectifs devenaient à géométrie variable, on termine les textes, il faut organiser des élections. Dans ces élections, il faut écarter une catégorie de personnes parce qu'il faut récupérer à travers, entre guillemets, le mot à la mode, des pantins qu'on devra placer là-bas, et qu'on réalisait que les éléments de base sur lesquels devait s'appuyer ce genre d'élection ne leur étaient pas favorables. Il fallait à ce moment-là continuer à créer des distractions. Pour prolonger le mandat. Et ce qui fait que ceux qui étaient là, les tenanciers du pouvoir, la majorité, parce que j'ai appris qu'il y a un qui n'était même pas d'accord avec eux, qui disait à tout celui qui voulait l'entendre que pour lui la mission était terminée et qu'il ne fallait pas s'éterniser. Et c'est honoré, vous n'avez pas le fait. Et donc, étant entré pleinement dans le jeu du secrétaire général de la CAF, qui lui commençait à chercher à politiser la fédération, c'est-à-dire à travers des alliances politiques localement, arriver à placer des gens à la tête de la fédération. Et cette donne a complètement faussé les choses. Et c'est pour ça que vous avez vu des tergiversations, des prolongations en prolongation. On met en place la première commission électorale. On se rend compte que cette commission électorale ne pourra pas être manipulée. Elle n'est pas manipulable. On change, on met une deuxième commission électorale et une commission de recours. On s'organise pour créer un conflit entre la commission de recours et la commission électorale. Quand on constate que même la deuxième élection de la commission électorale dégage une certaine indépendance
d'action et de pensée par rapport aux impositions, n'est-ce pas, aux orientations du CONOR et de leur maître à penser, on chamboule, on crée des confusions, conflits entre les deux, on fait passer le message à la FIFA que il y a eu des trapatouillages, il y a eu des ingérences politiques au niveau de la base, ainsi de suite. Tout ça là pour distraire les gens, pour obtenir une énième prolongation, n'est-ce pas? Mais dans l'entretemps, les raisons pour lesquelles cette nomination a été imposée devenaient inappropriées, complètement inappropriées. On s'est géré. C'est retrouvé dans quel état? Un état de décrépitude très prononcé. Et c'est ça la situation. Et je crois comprendre que la FIFA a fini par comprendre que ces gens que nous avons mis en place n'avaient pas réellement les intentions d'organiser des élections. Mais dans l'entretemps, le football pour lequel tout le monde s'est époumoné continue à se détériorer. Au jour d'aujourd'hui, même la boussole a du mal à situer notre football. Même une boussole. Quand vous la mettez aujourd'hui, vous cherchez, on a du mal à situer notre football. C'est la difficulté. Et donc, il était tout à fait idoine pour que la FIFA puisse se ressaisir et que j'apprécie à sa juste valeur cette réaction de la FIFA pour mettre sur pied une nouvelle équipe et que je crois qu'il faudrait soutenir. Il faut leur accorder le bénéfice du doute, il faudrait leur apporter tout le soutien nécessaire pour que les deux dames plus le monsieur qui sont là puissent organiser effectivement les élections, distraire ou se disperser dans d'autres considérations qui feront qu'on revienne sur la situation que nous décrions et qui a amené à ce qui se passe actuellement. Et donc, je pense que, pour me résumer, il y a eu des dispositions, des décisions arrêtées par la FIFA que je soutiens. Je soutiens ces décisions. Et je suis d'avis qu'il faudrait soutenir la dame qui préside cette commission, en fait tous les 3 membres, il faut les soutenir. Je suis d'avis qu'il faut les accompagner pour qu'ils puissent cheminer d'ici décembre, parce que j'ai lu quelque part que c'est jusqu'au 31 décembre. Voilà. Et donc, il faut les accompagner pour qu'une fois pour toutes, ce football redevienne observable. Quand je vous dis que même la boussole a du mal à nous situer, c'est qu'on ne sait plus observer. J'étais, je ne sais pas où, là. J'étais, je ne sais pas où, dans un chantier de la Fongourou, là-bas, où j'ai reçu une vidéo où quelqu'un se plaignait que le stade soit vide lors d'un match avec le Man, avec le Dering. Donc, ça c'est révélateur. Le match prévu à 15h jusqu'à 14h40 quelques. Voilà. Donc, ça c'est révélateur. Ça c'est révélateur. Quand les gens ne viennent plus au stade, ils ont complètement déserté le stade. Ça signifie qu'on a pris le cœur à l'ouvrage. Ça signifie que le spectacle est devenu insipide, au point où personne estime, personne n'est prêt à aller perdre son temps pour ce genre de spectacle. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je dis que la boussole a du mal à situer notre football aujourd'hui. Il est où ce football? On a du mal à le situer. Donc il y a un grand chantier. Ce n'est pas le chantier des dames qu'on vient de nommer. Okay. Ce n'est pas leur chantier. Leur chantier principal, c'est organiser les élections. Maintenant, à ceux qui veulent prétendre briguer un poste à la fédération, de se préparer correctement, de préparer un programme cohérent pour pouvoir relever le football congolais. Le ramener à un niveau plus ou moins acceptable. Monsieur le Président, vous avez dit, même la boussole n'arrive pas à nous situer, à situer notre football. Alors les chantiers, vous avez dit, ce n'est pas pour les nouveaux comités du CONOR, mais pour ceux qui viendront. À eux de présenter un programme ambitieux et surtout cohérent pour relever les défis. Alors, c'est quoi les profils? Puisque vous étiez déjà passé par là. Au jour d'aujourd'hui, on a comme l'impression que les gens viennent parce que, voilà, je veux
faire comme dit au mari, je vais, voilà. Alors qu'il y a du lourd, il y a du travail, et surtout, comme vous avez dit, il y a un grand chantier pour ce football. C'est quoi les profils selon vous? Le plus grand préalable, et je le dis et je le dirai tous les jours, cessez de politiser le football. Ok. Dépolitiser le football. Quand je commence à le dire, les gens ne se rendaient pas compte de ce que je disais. Et je reste convaincu qu'il faut éviter de politiser le football. Et là, vous le tuez complètement. Parce que le football doit rester le dénominateur commun de tous les Congolais. À partir de ce moment-là, tous les sentiments positifs des Congolais doivent converger vers l'amélioration de leur football. Mais si on le politise, suivant tel que je suis en train d'observer actuellement, c'est qu'on va dérouter. On va complètement dérailler et il se posera des problèmes à la fin des comptes. Ça, c'est le préalable le plus important. Vous avez un exemple où le foot a été politisé? Je dis que chacun doit savoir, chacun tire la partie de ce que je dis. Vous avez fait l'inconstant? Je ne peux pas citer des noms des gens, Okay. mais je dis qu'on arrête de politiser le football. Qu'on arrête. Je l'ai dit et je le répète tous les jours. Qu'on arrête. Vous politisez le football, vous le tuez. Complètement. Vous le tuez. Et encore moins le football congolais qui, au jour d'aujourd'hui, demeure un des exutoires de la population. Un des exutoires de la population. Donc il faut éviter de le faire. Maintenant, quel type de profil? D'abord, il faudrait que ce soit quelqu'un, je parle de la tête, hein. Bien sûr, ça sera par mouture. Voilà. Si j'ai bien lu les statuts, c'est l'élection par mouture. Ouais. Mais je pense que il faudrait avoir quelqu'un qui connaisse parfaitement le football. Pas d'une manière générale. Le football et le football congolais. C'est pas parce qu'on a été longtemps dirigeant des clubs ou quelqu'un qui connaisse la psychologie du football congolais, la sociologie du football congolais. Quelqu'un qui ait un leadership, une vision éclairée et qui soit leader, parce qu'il faudrait un leadership. Parce qu'il faut mettre les gens au pas. Au jour d'aujourd'hui, il faut mettre les gens au pas. Je suivis un peu toutes les péripéties qui se passent au niveau de la ligne foot, des tiraillements à gauche à droite, des décisions qui changent le matin, l'après-midi ça change. Les interférences, ça, tout. Les interférences, tout ça. Et donc, c'est quelqu'un qui doit avoir un leadership, une indépendance d'esprit, un véritable meneur d'hommes pour pouvoir gérer cette fédération. Le reste, il doit savoir s'entourer. Il doit savoir s'entourer avec des gens qui ont une certaine technicité, n'est-ce pas? Mais le parachutage, parce qu'il est très fatal pour le football. Si on veut parachuter quelqu'un pour diriger cette fédération, ça risque d'être très fatal pour ce football. Le reste, c'est que tout celui qui voudra venir gérer le football doit savoir à quoi s'en tenir. J'ai l'habitude de dire que quand on est trop rationnel, ça ne vaut pas la peine. Parce que c'est une discipline d'irrationalité. Donc il faudrait avoir une dose aussi, une dose importante de rationalité et une dose aussi d'irrationalité pour comprendre les gens, comprendre sur quel terrain on est en train d'évoluer. Et donc cette indépendance d'esprit est très importante. Pour en arriver là, il y a également on va dire une frange, une catégorie des gens qui ont une lourde responsabilité dans cette situation. Je voulais citer ici les présidents des différentes ligues provinciales. Avec le statut révisé aujourd'hui, quand vous avez un président de ligue qui est dans la poche, entre guillemets, du futur président, eh bien, le président n'est pas redevable à vous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, président? Un mot par rapport à tous ces différents présidents des ligues. Il n'y a pas que. Aujourd'hui, il faut 68 personnes, si j'ai bien lu les statuts, pour briguer le poste de mandat. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces présidents de ligue qui ont également des responsabilités dans les rayonnements de ce football congolais que nous cherchons tous? Je voudrais les féliciter
pour avoir lu, je crois, dans les réseaux sociaux, leur correspondance adressée au Conor. Ça signifie que ce sont des messieurs qu'il faut respecter, qui ont pris leurs responsabilités en main pour réagir et crier à haut qu'on arrête ce qui se passait, pour clarifier le processus. Et je leur suis reconnaissant. C'est pour ça que je dis qu'il faut les respecter. Deuxièmement, il faut les respecter parce que ces messieurs organisent le football au niveau de la base, jusqu'au niveau des cercles et ainsi de suite. Quand j'étais là, un temps soit peu, on leur allouait des petits frais de fonctionnement. Sans frais de fonctionnement, personne ici à Kinshasa ne cherchait à savoir comment ces gens organisaient le football à la base. Par moment, avec leurs moyens de bord, leur propre poche, ils arrivaient à financer les activités. Deuxièmement, vous avez parlé des 68, mais vous oubliez une chose, qu'un club vienne à l'Assemblée générale aujourd'hui. Ben, un club appartient à une entité sportive, oui, n'est-ce pas? Qui est une ligue, qui peut être une entente ou une ligue. Ça signifie que ces gens-là gèrent les clubs. Ces gens-là gèrent les clubs. Donc, ce sont des ponts importants dans le développement du football. Ce sont des présidents des fédérations dans les ligues. Si on pouvait appeler les ligues fédérations, ce sont des présidents des fédérations provinciales. Il faut les respecter. Et donc, il faut les respecter. La preuve, c'est que quand le Conor s'est mis à les ignorer, les mépriser, ils ont réagi. Les résultats, c'est celui que vous avez. Il y a des gens qui ont été écartés, n'est-ce pas? Et à partir du moment où on les prend en considération, on les respecte, on ne peut pas dire qu'ils sont dans les poches. Mais non, vous arrivez au même niveau de compréhension. Et le football va se faire. Dire que les présidents de ligue sont dans les poches des gens, je ne pense pas. Ce sont des messieurs respectables. Ils ont une indépendance d'esprit. Par contre, ce que vous ignorez, c'est que la convivialité, le climat d'entente que vous créez avec les ligues, avec les présidents des ligues, ces éléments font que vous puissiez avoir des relations harmonieuses. Avoir des relations harmonieuses avec les ligues ne suffit pas de les avoir dans la poche. C'est de la considération mutuelle. Mais si vous ne le considérez pas, si vous érigez un mur, vous érigez, comment dirais-je, une glace entre vous et les plans des ligues, en estimant que vous n'avez pas de compte à rendre à leur rendre, et que vous devez des comptes à rendre qu'à la FIFA et à la CAF, bon. C'est une grosse erreur. On vous brûle. On vous brûle. Aujourd'hui, ils ont été brûlés à cause de ça. Parce que ils n'ont pas compris que le fondement du football chez nous passe par les ligues. Même si vous avez des clubs aujourd'hui. Mais ces clubs viennent d'où? Sans ces ligues, qui organisent correctement, est-ce que ces clubs seraient performants pour être désignés à l'Assemblée générale? Non. Vous comprenez? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que on avait commis une bêtise. C'était de chercher à les éliminer malignement. Vous organisez des élections dans certaines ligues, vous essayez de les manipuler, ça ne passe pas. Dans d'autres ligues, ils organisent des élections avec leurs propres moyens, sans les moyens, quoique la FIFA avait envoyé de l'argent. Les ligues ont organisé avec leurs propres moyens les élections de toutes les entités subdélégatées de la Ligue. Arrivé au niveau de la Ligue, on bloque. Parce qu'on sent que ces messieurs-là seront tous réélus. N'étant pas de leur obédience, il faut bloquer, créer des artifices pour justifier pourquoi on ne peut pas organiser telle ou telle élection. Et ça crée ce que ça crée. En définitive, je dis ceci, le meilleur conseil que je prodigue au président de Ligue, c'est de continuer à se battre pour leurs droits. Un. Deux, de continuer à gérer le football, quelles que soient les difficultés auxquelles ils sont confrontés, qui continuent à gérer le football. Les gens commencent à voir aujourd'hui que ces gens-là représentent quelque chose. Ils auront sûrement un comité exécutif élu qui tiendra compte de leur existence et qui leur donnera tous les moyens, qui leur donnera
tous les moyens nécessaires pour pouvoir fonctionner. Mais en attendant, il faut les encourager. Très bien. Allez, parlons à présent d'un fait, vous l'avez déjà souligné lorsque vous faisiez votre bilan. Sous vous, le championnat national de la RDC était dans le top 5 du continent. Alors, au jour d'aujourd'hui, quand il faut jeter un coup d'œil sur ces championnats, comme vous l'avez dit, qui n'attire presque pas les gens, on sent un désintéressement. Les gens ne viennent pas. Avec club des SMP qui se joue sans public, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais vous, après avoir suivi toutes les péripéties, du début à la fin de cette Ligue 1, édition 2024-2025, quel bilan faites-vous? Le bilan était chaotique. Auquel cas, on n'aurait pas les conflits que nous avons. Je suivis, même si je ne vais pas au stade ou que je ne m'intéresse pas d'une manière assez poussée à ce qui se passe. Je suivis un peu le report de calendrier, les ceci, cela, ainsi de suite, tout cela, les conflits, les litiges non traités, ainsi de suite, tout. Ça signifie que le championnat n'a pas été le meilleur, n'a pas été le bon. Il a fonctionné, il a été joué, mais bon, je pense que si déjà vous constatez que dans les stades, il n'y a pas de gens, il n'y a pas de spectateurs, ça signifie quoi? Le spectacle n'est pas attrayant, n'est-ce pas? Peut-on parler d'un spectacle non attrayant pour dire que le championnat était bon? Je ne pense pas. Il a connu son aboutissement un temps soit peu dans les conditions que vous connaissez, mais pour moi, ce n'est pas... Vous savez, une preuve, c'est quoi? Tangible. Combien de joueurs locaux sont dans l'équipe nationale? Il y en a combien? Il n'y en a pas. C'est l'expression la plus absolue de ce que je dis. Mais ça signifie que ce championnat était incapable de produire des grands joueurs qui puissent intéresser l'entraîneur afin de défendre les couleurs nationales. Ça, c'est difficile, c'est très grave. Souvenez-vous, j'avais tiré une sonnette d'alarme depuis, je crois, 2 ans ou 3 ans. J'avais dit que le grand danger que j'observe, c'est que ce championnat local, national, va mourir, mais on aura une bonne équipe nationale. La même erreur commise par le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Ghana. Même erreur. Et nous sommes en plein là-dedans. À part de on a privilégié uniquement les joueurs congolais évoluant à l'étranger, qui d'ailleurs sont de grande qualité, il faut le reconnaître, au mépris de créer une émulation interne pour pouvoir permettre aux joueurs progressivement de les incorporer les locaux, ben le championnat le plus intéressant. Les joueurs congolais préfèrent aller à l'étranger, en Tanzanie, dans d'autres pays. En Angola. En Angola, là où le championnat est un peu plus relevé. Et dès qu'ils vont avoir un niveau, ils espèrent à ce moment-là taper à l'œil de l'entraîneur pour pouvoir être récupéré pour l'équipe nationale. Mais dans l'entretemps, nous avons tué notre fondement. La preuve aussi, c'est que le CHAN, on ne va plus loin. Ah oui, hein, c'est les dernières éditions. On ne va plus loin même dans le CHAN. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous avons failli. Nous avons failli à travers notre championnat national et le championnat local. Et pour changer ça, il faut... Il n'y a pas de remède miracle. Hein? Il faut se concentrer, avoir une vision. Savoir à quel niveau les choses n'ont pas marché. Tenir le bon bout. Prendre ces problèmes-là à bras le corps et pouvoir les résoudre. Aujourd'hui, tout existe. Il n'y aura pas quelqu'un qui viendra créer. Il n'y a pas de modèle à créer aujourd'hui. Tout existe. C'est question d'avoir le bon feeling, la bonne vision pour savoir voilà ce qui se passe ailleurs. Comment peut-on adapter à notre réalité? C'est ça. C'est vrai que le pays est très vaste, mais il faudrait aussi de l'intelligence pour gérer ce genre de pays.
Et au terme de ce championnat, c'est le football club Les Aigles du Congo qui venait à peine d'être créé, équipe chère à M. Vidici Amamba, qui a pris les commandes au détriment de, en tout cas, tous ces grands noms que nous connaissons, Vita, Lupopo, Mazembe, DCMP. Président, c'est un fait de surprise ou c'est parce qu'ils ont travaillé vraiment et qu'ils ont mis des structures en place pour arriver là où ils sont? La première des choses, c'est que je suis content. Content pourquoi? Quand j'ai initié la Ligue nationale, j'avais reçu beaucoup de critiques, souvenez-vous. On m'avait critiqué en disant que j'avais tué le football championnat locaux, tout ça là, tout. Et j'avais dit qu'avec ce championnat de la Linafoot, on aura une émergence de nouvelles équipes. Parce que les équipes, entre guillemets, qui se disaient de second degré, avaient du mal à franchir ce degré-là. Et on ne privilégiait que 3, 4, 5 grandes équipes de ce pays. Mais en créant la Linafoot, j'avais créé une confrontation directe qui permettait de tirer les faibles vers les hauts. Il y avait une émulation. C'est comme ça que les Magné-Maignan sont montés, Renaissance sont montés, il y a beaucoup de ces petits clubs-là qui sont montés. Et on atteint, comme on dit, les grands clubs. Il a atteint leur apogée, ont commencé leur déclin. Mais dans cette sphère de Ligue nationale, les petites équipes ont fourni des efforts. Vidier, qui a quitté des rings, a monté son équipe avec des structures solides à la base, une organisation rationnelle de son équipe. Et il est parti de rien du tout vers un sacre, la Linafoot. Il faut le féliciter. Dans un championnat où il bat presque tous les gars. Il faut le féliciter. Ça signifie quoi? Il y a passation de bâton, comment on appelle ça encore? Pour les marathoniens là, ou les 4 fois 100 mètres. On appelle ça encore le bâton de quoi? Le relais. Donc il y a passation de relais. Il y a passation de relais. Je félicite Vidier pour les efforts qu'il a fournis. Il a travaillé dans le temps. Il a mis des moyens. Il a mis des structures. Et il se retrouve le seul capitaine à bord. À ce moment-là, il imprègne et il dicte sa vision. Parce que les grandes équipes ont parfois des... Dans DCMP, il ne saura pas le faire. Non, il ne peut pas parce qu'il y a des structures qui pèsent. Okay. Les administrateurs, ceci, cela, ainsi de suite, tout. Conseil suprême, voilà. Conseil suprême d'un club, conseil d'administration passé par là. Donc, ce sont des structures qui traînent une certaine pesanteur, qui fait que quelle que soit la bonne volonté, et que un président a du mal à imprégner sa discipline. Parce qu'il y a des structures superposées au-dessus de lui. Vous comprenez? Mais là, il est venu, ses idées à lui, il a mis ses moyens, il a dicté sa loi, paf. C'est un peu ce qui s'est passé dans Mazembe à un certain moment. Okay. Le président de Mazembe, il était seul qui décidait. Il était seul, il a décidé seul, tout ça là. Mazembe a connu un essor extraordinaire. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Il a mis des moyens parce qu'il faut des moyens. Alors que le club a connu un Amadou qui est venu aussi, mais malheureusement mal compris. Bon, je ne voudrais pas parler de V Club, hein, d'accord, pour des raisons évidentes. Je ne voudrais pas parler de ce V Club parce que je peux émettre des avis qui seront mal interprétés par-ci et là. Je ne voudrais pas émettre, mais je crois que ce sont les mêmes erreurs. Voilà. Et Mazembe, comment on peut comprendre cette, on va dire, cette descente un peu, c'est plus grand Mazembe? Mazembe, moi je pense que cette équipe se trouve dans une phase de reconstitution. C'est une équipe qui a connu son apogée, qui a connu le bas-fond, maintenant qui est en train de se reconstruire. Donc doit repartir. En fait, l'équipe est arrivée à la fin d'un cycle. Elle doit repartir sur un autre cycle. Et là, ce cycle-là, il faudrait donner du temps. Okay. Il faudrait la présence de leur président, comme il est omniscient, omniprésent,
omnipotent. Il faut sa présence. Et complètement répartis avec les recrutements. Ils ont leur centre de formation. Et je pense qu'ils ont, sans crainte de me contredire, n'est-ce pas? Il leur faudrait encore un cycle de 2 ans, 2 années et demie pour revoir les grands Mazembe. Il faudra encore attendre. Non, c'est-à-dire que c'est ça. C'est un travail. Voilà. C'est un temps de travail. Je serais surpris que l'année prochaine, Mazembe soit très fort comme il l'était. Okay. Parce que ce sont des jeunes qui doivent atteindre une certaine maturité, avoir une équipe, développer des ambitions, n'est-ce pas? Se confronter aux clubs plus aguerris sur le plan africain international pour pouvoir élever leur niveau. Donc je me dis, cette phase, l'attente prendra à peu près 2 ans, 2 ans et demi avant que Mazembe ne puisse repartir. Vous avez vu même Barcelone. Barcelone venait de passer, avant d'être ce Barcelone qu'on connaît aujourd'hui. Barcelone a connu 2 ans, presque 3 ans, voilà, de passage à vide. 3 ans. Ça, c'est normal. C'est normal. C'est-à-dire, une équipe atteint son apogée, a commencé son déclin, arrivé au bas-fond de son déclin, elle doit repartir. Mais maintenant, il faudrait que les agrégats soient bien préparés pour permettre à ce qu'il y ait une base solide pour repartir vers le haut. Et donc, je vois Mazembe. Moi, je me dis, leurs supporters ne peuvent pas se décourager. Ils ont encore à patienter 2 ans, 2 ans et demi pour voir encore cette équipe repartir comme elle était. Allez, on va chuter dans cet entretien avec 2 points majeurs. Les 2 équipes nationales qui vont certainement être, je dirais même 3. Il y a l'équipe A qui sera bientôt encore à l'œuvre au mois de septembre pour jouer 2 matchs capitaux, notamment contre Sud-Soudan et puis le Sénégal. Et ce 2 matchs qui pourraient permettre à la RDC de se retrouver à la Coupe du Monde enfin, après plusieurs années. Et puis il y a la CAN féminine qui va commencer ce samedi. Monsieur le Président, je voudrais que vous puissiez placer un mot. Vous avez également initié le football féminin. Et aujourd'hui, on a une équipe qui est dirigée aujourd'hui par un franco-camerounais, M. Hervé Epi, qui va entrer en lice dimanche face au Sénégal. L'équipe s'est préparée en Algérie. Quelles sont les chances que vous accordez à cette sélection féminine? On va dire plusieurs décennies, la RDC n'a pas été présente dans une phase finale de CAN féminine. D'abord une question, peut-être j'étais distrait. Quel entraîneur tu dis? C'est un franco? Un franco-camerounais. Ah bon, ça je ne savais pas. Moi je croyais que c'était toujours des Congolais qui entraînaient. Il y a l'entraîneur de Mazembe, là, vous m'avez dit qu'il a été mis de côté. On est allé chercher, oui, chez les filles. On est allé chercher avant Papi Kimoto de Maniema, qui était venu, qui a donné la qualification. Malheureusement, selon les informations que nous avons, les deal était qu'il soit maintenant confirmé sélectionneur. Ça traînait. Vu sa rigueur, il a décidé finalement de ne plus révéler. Et aujourd'hui, c'est un franco-camerounais, Hervé Epi. C'est comme ça qu'il s'appelle. Bah, je ne sais pas, je n'étais pas au courant. Tu viens de me l'apprendre. Mais je pense qu'il y a un élément important. Parlant des filles d'abord. J'ai lu il y a 4 ou 5 jours que les filles avaient réagi, estimant qu'elles venaient de jouer plus de 25 matchs sans déprime, tout ça là. Je pense que c'est une grosse erreur de la part du gouvernement. Cette erreur de déconsidérer toujours les filles, je pense que ce n'est pas la bonne approche. Les filles de Mazembe ont remporté la Ligue des Champions. C'était déjà une rampe de lancement pour l'équipe nationale. Avec cette ossature-là, je vais repartir avec l'équipe nationale. Mais qu'on arrête de donner l'impression que quand on parle d'équipe nationale, il n'y a que les garçons. Il n'y a que les hommes. Qu'on arrête ça. Le football féminin est en train de prendre son essor à travers le monde. Aux États-Unis, les matchs de filles remplissent les stades. N'est-ce pas? En Australie, les matchs de filles remplissent les stades. Au Japon, les matchs de filles remplissent les stades. Même aujourd'hui, en France, progressivement, les filles commencent à avoir un taux de remplissage assez élevé. Et donc, il faut arrêter avec ce mépris, cette politique de mépriser les femmes, pour estimer que... Mais écoute, ces filles-là, elles portent les maillots nationales. Elles représentent le pays. Elles sont léopards comme les hommes. Elles sont léopards comme les hommes. Voilà.
au-delà de cela, on ne peut pas parler dans un pays de la parité entre les femmes et les hommes en ignorant la discipline sportive pratiquée par les femmes. Ça, je pense qu'il est grand temps qu'on puisse corriger. Nous avons un Premier ministre, une Première ministre qui est une femme. Je pense qu'il doit comprendre cela pour pouvoir aider aussi ces filles-là. Maintenant, les performances de ces filles, je suis ça de temps en temps, je pense qu'il faut les encourager. Bien sûr que, d'une manière objective, nous n'avons pas encore atteint les niveaux voulus pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations pour le féminin, mais je pense que nous avons des atouts. Et il faut continuer à travailler sur ces atouts pour leur permettre d'aller le plus haut possible. En ce qui concerne les hommes, il y a 2 matchs fatidiques, très importants. Et on est premier. Et qui doivent être joués. Il faut consolider. Il faut consolider notre place de premier. Et ensuite, tout faire pour pouvoir gagner. Si on gagne un match, on a un nul, je pense qu'on serait dans le bon. Les adversaires le plus direct, c'est le Sénégal. Donc, impérativement, on va jouer ici, à domicile. Donc, impérativement, il faut battre le Sénégal. Impérativement. Nous devons battre le Sénégal. Si nous battons le Sénégal, le Soudan, avec un match nul, je pense qu'on sera qualifié. Mais l'objectif doit être de gagner les 2 matchs. Faire 6 sur 6. Voilà. Ouais, il faut gagner les 2 matchs. Et je crois qu'il y a de fortes chances que l'équipe puisse se qualifier. Et tout dépendra de ce que nous aurons fait de notre match contre le Sénégal. Parce que la dynamique qui sera créée si on battait le Sénégal, et on doit les battre, c'est cette dynamique-là qui nous permettra d'aller battre même le Soudan. Et je reste confiant, parce que je sais que nous avons des armes qu'il faudrait pour ça. On a des jeunes qu'il faudrait pour cela. Mais, et là c'est encore une fois, qu'on ne submerge pas les joueurs. Qu'on ne les submerge pas. Il faut éviter d'exercer une très forte pression sur ces jeunes-là. Il faut les laisser jouer, qu'il y ait moins d'activité autour de ces matchs. Qu'il y ait moins d'activité autour de ces matchs. Et surtout pas d'activité politique. Vous allez encore mettre les joueurs sous pression et à la dernière minute, les joueurs auront du mal à gérer tout cela. C'est difficile quand on sait qu'on a un président qui aime l'équipe nationale. Non, je ne parle pas du président. Le président les a encouragés dès le départ. Jusqu'à aujourd'hui, je vois que le président, leur plus grand sponsor, c'est le président. Voilà. Moral, matériel et tout ça là, ce qui est bien, je le félicite pour ça. J'ai toujours félicité pour ça. Mais qu'on n'exerce pas trop de pression sur ces jeunes. Parce que trop de pression tue. Trop de pression tue. Ça a toujours des conséquences. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Que ça soit joué comme d'autres matchs, mais que le public soit là. Et qu'on leur laisse le temps de se préparer correctement. Et vous verrez que si Dieu le veut, nous allons nous qualifier. Ok. Monsieur Kosomari, merci. C'est à moi de vous remercier. Ok. Allez, voilà, monsieur. Ça n'est fini hein, pour ce énième numéro de votre magazine, Perfect Sport. Comme je l'ai annoncé, donc il était pour nous impérieux et il était pour nous important de venir donc se ressourcer auprès de quelqu'un, de celui qui a géré cette discipline roi ici à la République du Congo. Et donc, vous avez compris. Et en tout cas, on a tout déballé hein, sur la gestion, l'organisation du football ici en République du Congo. Et donc, un grand merci à vous qui nous faites toujours confiance. Merci également à l'équipe technique qui nous accompagne. Merci à Samba Mouta, merci à Massamba Sonia. Merci également au cordon Dona Bongolé pour le soutien et surtout à notre DG Peter Tchani pour la confiance. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Perfect Sport sur votre chaîne. Allez, bye bye. Au revoir.